merci à tous. Merci d'être venus, merci pour votre curiosité, merci pour votre courage, parce que mine de rien, c'est un sujet qui est pas si léger que ça. Et donc, il faut quand même du courage pour certains, plus que pour d'autres. Merci aux élus ici présents. Merci à l'équipe du Parc des Écrins qui nous met à disposition la salle. Je ne sais pas si vous m'entendez assez. Non. Ok. Je crois que ça marche pas. Comme ça. Mieux. Ah. Comment je fais pour le son? Pas plus, je parle plus fort. Je voulais remercier également notre talentueux artiste qui a fait l'affiche, donc sous son nom de star Simécar, pour ceux qui le connaissent. Donc la soirée est co-organisée par Oisan Project et l'association L'Île au Soleil. L'association L'Île au Soleil est représentée par Gabriel Chamouton et malheureusement il n'a pas pu venir ce soir, il est empêché par des obligations familiales. Donc le déroulé, ça va être en 3 parties. On fait une rapide présentation du collectif. Oisan Project est un jeune collectif, donc on fait une petite présentation, ça nous semblait important, c'est un peu le lancement officiel de notre collectif. En deuxième temps, avec Stéphane Labranche, on tentera de comprendre pourquoi il ne faut pas parler de dérèglement climatique. Et ensuite, il y aura un 3e temps avec des questions-réponses. Et on a débordé un petit peu sur le lancement, mais du coup, on essayera de boucler tout ça vers 20h, 20h15. Voilà un petit peu pour l'organisation. Donc, je voulais savoir si vous connaissez l'expérience de la grenouille. A priori non. Peut-être, vous êtes timide, peut-être. Donc la grenouille, en gros, vous prenez une casserole d'eau bouillante et vous prenez une grenouille, vous la jetez dedans, et en fait le réflexe de la grenouille, c'est que par survie, par instinct de survie, elle va s'échapper de la casserole. Maintenant, vous videz votre casserole, vous reprenez une autre casserole, vous mettez de l'eau froide dedans, vous changez de grenouille, parce que celle-là, elle est un peu apeurée. Nouvelle grenouille, vous la mettez dans l'eau froide, elle va être tranquille comme ça, accoudée au bord de la casserole. Vous mettez le feu doux dessous, et vous allez faire chauffer l'eau doucement. D'accord ? Et l'eau, en fait, va se mettre à bouillir, à frémir progressivement. Et cette grenouille, finalement, va se rendre compte de rien. Elle va rester comme ça dans sa casserole jusqu'à ce que l'eau arrive à ébullition et elle finira donc ébouillantée. Donc c'est une bonne entrée en matière pour vous mettre à l'aise, voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'association de protection des animaux dans la salle. Et évidemment, c'est pas à refaire chez vous. Donc tout ça pour dire que le mois de mars, plus sérieusement, le mois de mars a été le 10e mois consécutif à battre des records de chaleur enregistrés sur Terre. Donc ça, c'est une réalité. Et donc visiblement, notre eau de la casserole commence à frémir. Par rapport aux objectifs nationaux, nous n'avons pas réussi à rester sous les accords de Paris. C'est-à-dire que les accords étaient de rester sous la barre des 1,5 degré de réchauffement global climatique. Aujourd'hui, on est au-delà de ces 1,5 degré, on est presque à 1,6 degré. Donc on n'a pas réussi à se maintenir sous ces objectifs-là. D'autre part, les scientifiques ont démontré que les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de l'Europe. Donc ça, c'est un fait scientifique. Et que nous sommes sur une trajectoire aujourd'hui, une trajectoire mondiale, plus 4 degrés. Donc plus 4 degrés, il faut arriver à se rendre compte ce que ça représente en Oisan, ce que ça représente ailleurs d'ailleurs, mais voilà, pour nous, plus 4 degrés, qu'est-ce que ça implique ? Si nous ne changeons pas rapidement, et après j'arrête de vous péter le moral, si nous ne changeons pas nos habitudes rapidement, c'est derrière fonte des glaciers, fonte des pôles, montée des eaux, flux migratoires de masse, donc ce n'est pas forcément des flux migratoires du sud vers le nord, c'est aussi d'autres pays qui sont proches des régions côtières, déstabilisation des grands équilibres géopolitiques. Donc ça, c'est une perspective que nous annoncent les experts du GIEC notamment. Et aujourd'hui, nous sommes la dernière génération qui puisse œuvrer pour éviter aux générations suivantes d'avoir un monde compliqué à vivre. Nous vivons donc, a priori, dans une époque charnière de l'humanité et il est encore temps pour nous de se remonter les manches et d'agir alors individuellement, à l'échelle de nos entreprises, à l'échelle de nos territoires, voilà.
Le sujet de ce soir, l'idée, c'est de se dire, nous, humains, sommes-nous responsables ou non du dérèglement climatique? Et évidemment, ce soir, il y a des avis différents. Le sujet est touchy, parce que, oui, il y a des pour, il y a des contre. Donc, est-ce que l'homme est responsable du dérèglement climatique? Face à cette question, il y a globalement deux attitudes, deux approches. La première approche, c'est l'approche pas nous. Donc l'approche pas nous, c'est l'approche la plus confortable et qui vise à dire, en fait, c'est pas nous, on n'y est pour rien, c'est la planète qui se réchauffe d'elle-même, certes, c'est vrai. C'est pas nous, des hivers sans neige, on en a déjà vu, oui, c'est vrai, on en a déjà vu. Voilà, c'est de dire, d'arrêter de nous faire culpabiliser parce que c'est les industriels de l'autre bout du monde qui polluent, oui, c'est vrai, mais nous aussi, on a notre part à faire. Donc il faut bien reconnaître que l'approche pas nous, c'est une approche qui est confortable, dans le sens où on n'est pas obligé de se remettre en question. Voilà, on peut continuer avec nos bonnes vieilles habitudes des années 90, dans le déni le plus total, et continuer à mettre des gaz à effet de serre. Voilà, c'est un petit peu du confort, ça permet de se masquer un petit peu la réalité. La deuxième approche, c'est l'approche Allo Docteur. Donc Allo Docteur, c'est en gros se rapprocher des scientifiques, des sachants et des personnes pour savoir en gros quels sont les enjeux, quelles sont les analyses, quels sont les constats. Alors c'est pas toujours très fun d'écouter des scientifiques et c'est pour ça que la deuxième partie de la soirée va débrider un petit peu cette approche-là. Cette approche, l'approche d'écouter la parole des scientifiques, elle est déstabilisante, elle est dérangeante, elle remet en question nos habitudes, elle change pas mal de choses. Elle permet de se poser des questions, comment on peut agir à notre échelle et qu'est-ce qu'on peut faire plus largement pour notre territoire. Voilà, ça c'est une première approche. Comme dit un ami qui est ici présent, on a 9 chances sur 10 d'aller dans le mur. Ça, c'est une possibilité. Mais nous, chez Oisan Project, on choisit le 1/10 de chance de pouvoir réussir. Et c'est souvent comme ça dans la vie. L'humain, à la base, il avait très peu de chances de survivre. Mais il a trouvé les moyens pour malgré le fait qu'il n'ait pas de griffes et qu'il n'ait pas de dents, il a trouvé le moyen quand même de survivre. Donc on trouvera des solutions. Chez Oisan Project, on considère que l'oisan est une chance. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est tout le temps dans notre territoire, quand on est tout le temps... voilà, qu'on ne sort pas forcément, qu'on n'a pas le temps d'aller voir ailleurs. L'oisan est une chance, l'eau qui coule de nos robinets est une chance, l'air pur que nous respirons est une chance, ce même air qui climatise nos vallées est une chance. Notre économie de montagne est une chance, c'est une réalité, on peut le voir quand on va dans d'autres régions, ce n'est pas le cas de partout. Et enfin, nous n'avons pas de problème d'insécurité en Oisan, à part, comme on disait, dans les quartiers nord de Houle, où là c'est un peu chaud, mais sinon on n'a pas ce type de problème. Et justement, puisqu'on n'a pas de problème, on n'a pas ce type de problème-là, on a peut-être la possibilité d'orienter plus nos efforts justement sur les effets du dérèglement climatique. L'eau, la neige et les paysages qui nous entourent sont des biens communs. Et cette notion de bien commun, je pense qu'elle est vraiment importante de remettre au centre du débat. C'est-à-dire que ces biens communs nous font vivre, mais nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit collectivement pour préserver ces biens communs? Comment faisons-nous pour rendre la monnaie de la pièce qui nous a attribuée? Ça, qui nous a été attribuée, pardon. C'est un élément capital. Alors chez Oisan Project, on a une position qui est prise que, par rapport à la raréfaction de la neige, qu'il faut avoir la lucidité de reconnaître que le marché du ski a atteint sa maturité à l'échelle internationale, mais également en Oisan. Et que croire que le suréquipement de la montagne est une issue qui nous sauvera, pour nous, on pense que c'est une hérésie. Donc, l'approche, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec la raréfaction de la neige toujours, on n'est plus en concurrence avec les autres stations internationales. On est en concurrence avec notre avenir de territoire. On a moins de monde, on a moins de neige, plus de monde qui va venir. Donc voilà, comment on gère tout ça? Pour venir un peu plus focus sur le collectif, on a listé une liste de valeurs du collectif. On a choisi le pragmatisme.
Donc pragmatisme, ça veut dire sobriété et résilience ne veulent pas dire anti-ski, anti-tourisme. Bien au contraire, on va vous expliquer la démarche. Pour nous, on considère que l'économie du ski, c'est une aubaine justement pour financer notre transition. On a cette aubaine-là, on a cette chance-là, on n'est pas au pied du mur, on a des voisins qui sont au pied du mur, qui n'ont pas le choix de se poser la question. Nous, on a encore le temps de se poser cette question. Oisan Project n'est pas un lieu de règlement de compte. Ça, c'est très important, la bienveillance et la tolérance, le fait qu'on ait des avis contradictoires, et c'est le cas en interne dans le collectif, on n'a pas tous les mêmes avis sur tous les sujets, et c'est ce qui est justement une force et une chance, on a enfin le droit de ne pas être d'accord. Mais ce qui est important par rapport à ça, qu'on expliquait lors de la dernière réunion, c'est que pour un problème soulevé, on vous demande une solution en face. Parce que critiquer les solutions ou les décisions prises par des élus, il n'y a rien de plus facile. Ça, c'est pas un problème de critiquer. Par contre, de construire derrière et de proposer des alternatives, là, ça devient un peu plus complexe. Et donc, à ce sujet, le 24 mars dernier, à la Garde, grâce au monsieur le maire de la Garde qui nous a mis à disposition la salle, on a pu du coup réunir une soixantaine de personnes. On a échangé autour de 4 thèmes différents: la mobilité, l'habitat, la diversification du modèle économique et l'identité de territoire. Donc 4 thèmes, en 40 minutes, avec 60 personnes, il y a 222 idées qui ont émergé. Donc ça, c'est juste voilà, un exemple très concret de ce que peut être Oisan Project et de la force du collectif. Oisan Project prône l'ambivalence. Et oui, effectivement, nous prenons l'avion, nous prenons les bagnoles, on pollue, on participe à la pollution de la planète. Mais en attendant, ce n'est pas parce qu'on pollue, on ne veut pas attendre d'être parfaitement exemplaire, d'ailleurs ça n'existe pas la parfaite exemplarité, pour pouvoir agir. Donc voilà, soyons ambivalents. Et enfin, chez Oisan Project, on souhaite réveiller notre esprit pionnier. Nos anciens étaient des pionniers, ils sont passés de l'agriculture de montagne qui était rude et exigeante à l'économie du tourisme. Soyons inventifs et justement réveillons cet esprit pionnier. Bref, il n'est pas trop tard pour créer cette transition de territoire. Nos objectifs, c'est agir localement et positivement, construire un plan de route collectif et soumettre nos propositions aux dirigeants et participer aux actions locales, PLU, SCOT, etc. Nos besoins, on a besoin d'aide logistique, comme ce soir, de salles de réunion pour pouvoir travailler, échanger, se réunir. On a besoin d'aide financière pour professionnaliser du temps et des actions comme ce soir, et du coup je fais un appel maintenant. C'est soirée participation libre, c'est marqué là. Voilà, donc à la sortie, il y aura des boîtes, donc voilà, vos dons sont les bienvenus pour financer notamment cette soirée. Tous les contacts se font par la boîte mail, Oisan Project. Voilà, j'ai fini un peu tardivement ma partie. Je laisse la parole à Benoît qui voulait donner la suite. T'as bossé, non? Ouais. Alors ça va être rapide là, pour ceux qui se seraient déjà endormis, je vais résumer en 3 minutes ce que vient de nous dire Julien. Et puis après on lance la conférence. Je vais entrer à l'église là. Non, alors je discutais avec Charles Darwin il y a quelques jours, et à propos du règne animal, il me disait donc dans le règne animal, quand une proie est attaquée, il y a 3 possibilités pour elle. Enfin, non, il y a 3 possibilités dans l'absolu. En général, elle n'a pas forcément le choix. Ces 3 possibilités, qu'est-ce que c'est? C'est la fuite. En général, ça se fait de manière instinctive. La deuxième possibilité qui, elle, est en général subie, c'est la sidération, qui revient à annihiler ses capacités de réaction, de défense, etc. Voilà. Je fais un parallèle entre l'animal et la géographie, le territoire quel qu'il soit. Donc la deuxième possibilité, c'est la sidération. Et la troisième possibilité, c'est bien sûr essayer de vendre sa peau le plus cher possible. Donc comme nous a dit effectivement Julien, chez Oisan Project, nous avons choisi le combat. Le changement climatique, donc Stéphane va nous expliquer ça
très bien. Moi, quand j'explique aux enfants, alors je ne prends pas l'exemple de la grenouille, pour moi, le changement climatique expliqué aux enfants, c'est un énorme tyrannosaure qui court très vite et qui poursuit un lapin boiteux. Et bon, voilà, je ne fais pas de dessin, on est le lapin boiteux. Mais, donc il n'y aura pas de miracle, mais on revient sur ce que disait Julien, sur une chance sur 10. Si on a une chance sur 10, une chance sur 50, il faut la saisir, tous ensemble. Il faut retrousser nos manches, comme disait Julien, et il faut défendre. Je parle au nom, enfin, voilà. C'est un peu modeste, mais je parle au nom de Loisan. C'est-à-dire que voilà, si j'ai incarné Loisan aujourd'hui, il faut défendre notre avenir, il faut le créer, comme ce que tu as bien dit, Julien, l'ont fait nos anciens, vos anciens, il y a 100 ans, 120 ans. Okay. Voilà, je vous remercie, bonne soirée. Et puis, comme disait Julien, effectivement, l'entrée était libre, mais la sortie sera légèrement payante. Merci. Ah oui, pardon, si on peut, j'avais oublié. Merci de rallumer vos portables en sortant. Voilà, vous pouvez les mettre en mode avion, les éteindre, qu'il n'y ait pas de gêne. Merci. Je pense que ça marche. Oui? Ouais, ok. Est-ce que ça va derrière? Vous m'entendez? Oui. Yes? Ok. Pas besoin de le présenter, mon nom est en haut. Stéphane Labranche. Je vais faire une conférence un peu différente. J'ai décidé de venir en mode un peu envie de titiller. Donc, je vais m'en prendre à tout le monde. L'idée aujourd'hui, ça va être de sacrer des coups de pied, comme on dit au Québec, vous avez entendu l'accent, de foutre des coups de pied, mettre des coups de pied à pas mal d'idées préconçues que plusieurs acteurs peuvent avoir, okay? Incluant ma catégorie d'acteurs, c'est-à-dire les gens qui bossent dans les sciences des comportements. Excusez-moi, Attends. Et celui... Je pense qu'il marche. Ah oui. On a notre technique. Ouais. Ah, il faut que tu... Ouais. Je vais coller le plus possible. Je vais laisser sur mon menton. Donc, je m'appelle Stéphane Labranche, je suis sociologue du climat. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas comment les molécules fonctionnent dans la haute atmosphère, c'est comment les gens réagissent face au changement climatique, à la fois aux mauvaises nouvelles, aux questions d'atténuation, d'adaptation, etc. Je vais juste vous expliquer 2-3 petites choses pour commencer, 2-3 notions, comme ça, quand je vais les répéter plus tard, je n'aurai pas besoin de le faire dans le milieu. La première, c'est atténuation. Je pense que ça c'est bon, ça veut dire on fait des efforts pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment on va tirer parti des impacts du changement climatique sur un territoire donné. Ce qui est intéressant avec la notion d'adaptation, quand on reprend les différents rapports du GIEC, c'est que ça a commencé avec René l'approche Darwin. C'est-à-dire que les petits pinsons, il y a un changement dans le milieu, les pinsons qui ont un bec plus fort sont capables de manger des noix plus grosses et les autres meurent, et donc ce sont ceux qui ont les becs plus forts qui se reproduisent. L'adaptation. Ça ne marche pas pour les humains. Si on attendant d'être génétiquement en adaptation par rapport à un plus 4 ou un plus 5 degrés, on en a pour plusieurs générations. Donc ça ne marche pas scientifiquement. Notre force et notre puissance en tant qu'humain, notre adaptation, elle est dans la culture, dans la manière de transmettre des savoirs, des compétences, dans la manière d'imaginer des nouvelles choses, dans la manière d'aller dans de nouvelles directions ou pas. Il y a toujours cette possibilité-là, ne pas changer de direction. Donc ça, c'est pour l'adaptation, avec un truc en plus un peu bizarre avec le changement climatique, c'est que s'il fait froid, pour m'adapter, ben, je mets un pull, et s'il fait chaud, je l'enlève. L'adaptation au changement climatique veut dire imaginer à quoi va ressembler mon territoire en 2050, disons plus 4, en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de température moyenne? Ok, certes, c'est pas ça qui est plus intéressant. Ce qui est plus intéressant, ce sont les extrêmes.
Donc, est-ce qu'on va continuer à avoir des extrêmes avec beaucoup de pluie et beaucoup de sécheresse durant l'année? Est-ce que, etc., etc. L'adaptation au changement climatique nous demande d'avoir cette vision vers l'avenir et de dire, bon, là, je suis en 2024, comment je fais pour être adapté? Encore faut-il discuter de ce que c'est d'être adapté. En tout cas, relativement bien dans ma peau et relativement bien dans mon quotidien en 2050. Et comment je fais pour y arriver là, à partir d'aujourd'hui? Je vous donne une des mesures les plus courantes de l'adaptation de nos jours, c'est celle du verdissement dans les villes en particulier. On plante des arbres. Mais si on plante des arbres qui, en fait, sont bons pour aujourd'hui, qui sont capables de se protéger contre les nouvelles maladies et contre les insectes, ces mêmes arbres vont mourir dans 15-20 ans parce qu'il y aura trop d'eau, parce qu'il n'y en aura pas assez, parce qu'il y a des nouvelles formes de champignons qui vont les attaquer, ou parce que des insectes seront arrivés et qui vont les bouffer. Donc, si je veux être adapté, si je veux faire une mesure d'adaptation au changement climatique en ville avec la plantation d'arbres, je dois être capable de prévoir ces nouvelles espèces d'insectes et de maladies qui vont arriver et dire, ces arbres-là, cette essence d'arbre est la plus pertinente. Mais si je la plante tout de suite, peut-être qu'elle va mourir aussi. C'est hyper compliqué en fait. Ça, c'est l'adaptation au changement climatique. Je vais aujourd'hui vous parler beaucoup d'ornières. C'est une manière de voir les choses. Je préfère parler de représentation sociale. Donc, je vous explique. Représentation sociale, c'est quoi? Une représentation sociale, c'est une simplification de la perception de la réalité par votre cerveau. En fait, votre cerveau, s'il était ouvert à tous les stimuli possibles, il serait en mode overload, surstimulation. Il ne serait pas capable de gérer. Et donc, pour faire sens de ce qu'il perçoit et donner un sens à ce qu'il perçoit, ben, en fait, il met un filtre. Et ce filtre, ce sont les représentations sociales. Elles dépendent en partie de l'expérience personnelle, de la culture en général. Je ne parle pas des arts, je parle vraiment de la culture profonde, occidentale, asiatique, africaine, etc., etc., et toutes les autres cultures qui en font part. Mais ce qui est important avec une représentation sociale, c'est qu'en fait, elle nous amène à percevoir des choses et pas d'autres. Je suis un maniaque du changement climatique, je passe là-dessus depuis 2004, le premier sociologue à le faire en France. Donc si je me promène dans la rue et que là, juste à la limite de ma vision, il y a un magazine, c'est marqué climat dessus, je vais le voir. Mon attention va être attirée. S'il y a foot, mon attention ne sera pas attirée. Désolé, j'aime pas le foot. Okay? C'est une représentation sociale. Mais ça joue un rôle super important dans la manière qu'on a de rentrer en interaction avec le climat ou avec l'énergie. Je vous donne un exemple concret. Tu parlais d'être concret et pragmatique tout à l'heure. Alors, je vais vous poser une question. Vous êtes en train de faire votre popote et vous mettez des pommes de terre dans l'eau et vous mettez un couvercle. Première question, donc, pourquoi vous mettez le couvercle? Là, je vais vous donner des options. La deuxième vient après les options. Première option, je mets un couvercle parce que je veux diminuer ma facture d'électricité ou de gaz en euros. Levez la main. En euros. Je veux diminuer, en fait, ma consommation d'énergie, facture euros. OK. Pas énormément d'économies là-dedans. Deuxième, je suis un maniaque de l'énergie, je comprends ce qu'est un kilowattheure, les stabilités des réseaux, ça me concerne. Et donc, en fait, je mets le couvercle parce que je veux diminuer le nombre de kilowattheures que je vois sur une facture. Je vous préviens, il y a une partie de la population très petite qui croit presque qu'un kilowattheure, c'est presque vivant, ça a presque des droits. Ça s'appelle les énergéticiens en général. Combien d'entre vous vont mettre le couvercle pour diminuer le nombre de kilowattheures? Vous avez une chance sur deux d'avoir bossé ou de bosser pour un opérateur d'énergie et pour une compagnie qui bosse sur des technologies d'énergie. Grosso modo. Donc, habituellement, il y en a 3-4 qui rigolent, justement, parce que c'est vrai. OK. Vous faites cuire vos patates avec du gaz. Vous mettez le couvercle parce que ce qui est important pour vous, c'est le climat et vous voulez diminuer les gaz à effet de serre émis durant la cuisson. Levez la main. Alors, combien d'entre vous, ça déborde, enlève le couvercle? La majorité. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la manière qu'on a de rentrer en interaction avec l'énergie et le climat dépend de ces représentations sociales. On fait tous les mêmes gestes de faire cuire, mais on ne lui donne pas la même signification. On n'a pas la même motivation. En ville, on demande souvent de prendre les transports en commun, d'abandonner la voiture, etc., etc.
J'utilise mon vélo tout le temps, je suis le maniaque du changement climatique, et je ne le fais pas pour le climat. Je le fais parce que j'aime la sensation de me promener en vélo. Tout simplement. C'est important ce que je dis, parce que si vous faites une campagne de sensibilisation, et c'est ma première pique aux écolos, il va en avoir d'autres, si vous faites une campagne de sensibilisation fondée sur le fait que sauvez la planète, devenez végétarien, faites la rénovation énergétique de vos bâtiments et arrêtez de prendre la voiture, ça va sauver le climat, vous venez de perdre 80% de la population qui ne vous écoute pas. Ce n'est pas par malveillance, c'est que ça ne les intéresse pas. Cognitivement, peut-être, mais pas assez pour que ça amène à des changements de comportement. Okay? Donc, représentation sociale. Je vais parler un peu plus d'adaptation vu le thème de la soirée et vu l'endroit où je suis. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'envoyer quelques petites piques. Première catégorie, aux climato-sceptiques. Les climato-sceptiques, il y en a plusieurs sortes, il ne faut pas penser. La première, c'est en fait qu'il y en reste très peu, des grandes enquêtes. Tout ce que je vais vous dire à partir de ce moment, ce n'est pas, depuis le début d'ailleurs, n'a rien à voir avec mon opinion personnelle ou à ce que je pense. Ce sont tous des résultats de recherche. OK? Donc, déjà, juste pour être sûr que vous me compreniez, même si je n'ai pas nécessairement un langage formel scientifique, les données que je vous donne, les conclusions que je vous donne sont scientifiquement pertinentes, en tout cas. À minimum, on est en sciences sociales, il faut prouver des choses non plus. Donc, le premier type de climato-sceptique qu'on a relevé, qui a été identifié par la littérature, c'est ceux qui, en fait, vont nier les causes anthropiques, c'est-à-dire l'activité humaine, qui vont provoquer le gaz de l'effet de serre. Alors, juste, les arguments scientifiques à ça, ils sont nombreux. Le premier argument scientifique, c'est que quand les océanographes, les chimistes de l'atmosphère, ceux qui travaillent sur les glaces, avec des méthodes différentes, qui pendant une cinquantaine d'années ne se parlaient pas, arrivent exactement à la même conclusion, c'est un peu comme nier que votre télé fonctionne. Ça, c'est ma première réponse. Toutes les sciences naturelles vont dans la même direction. On est rendu maintenant à 98-99% de certitude scientifique que le changement climatique non seulement existe, mais que c'est provoqué par l'activité humaine. Alors vous dites, comment on arrive au chiffre 98-99%? C'est une bonne question d'ailleurs. En fait, le rapport du GIEC, il n'y a rien de nouveau dans un rapport du GIEC, ils sont toujours en retard sur la science. C'est un rapport qui résume ce que toutes les sciences qui sont liées au climat publient dans des revues scientifiques approuvées par des comités internationaux. Okay? Donc, on se retrouve avec 98-99% de tous les articles scientifiques qui disent que le climat est effectivement provoqué par l'activité humaine. Et là, sans rentrer dans les détails, première chose quand même, en fait, on a des outils scientifiques pour essayer de démontrer ça. Il y en a des cinquantaines, mais celui que je trouve le plus intéressant, c'est celui des modélisations et des prospectives. Pourquoi? Parce que ça va nous renvoyer à la question de l'adaptation. En fait, on fait des mesures réelles de température moyenne dans les pays industrialisés depuis, en France, depuis 1880 quelques, 1870, quelque chose comme ça à Paris. Et ensuite, dans les grandes villes, on mesure quotidiennement les températures. Et en plus, elles sont inscrites quelque part, elles sont enregistrées sur papier quelque part. Et donc, on est capable d'avoir des mesures observées, pas théorisées, pas simulées dans un ordinateur, des mesures de température observées depuis plus de 130 ans. Dans certains pays et dans pratiquement tous les pays de la planète depuis 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est l'observation. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Là, on a un ordinateur, on a de la modélisation dedans, avec des formules, machin. Et là, on dit, donne-moi une image du monde réel. Et tant que cette image du monde réel n'est pas reproduite par la simulation, avec les observations de température sur différents endroits, ma simulation n'est pas bonne, il y a des facteurs que j'oublie. Et effectivement, une des activités, une des raisons qu'on peut imputer au changement climatique, c'est l'activité solaire. Eh bien, effectivement, si le soleil décide de s'ébrouer un peu pendant quelques temps et d'envoyer quelques flares en plus, on se retrouve avec une augmentation légère de la température moyenne globale terrestre. Mais ça ne reste pas plus de 4-5 mois. Ça redescend dans la normale. La normale de température telle qu'on la connaît aujourd'hui
On l'a depuis environ 100 000 ans, avec bien entendu des périodes plus chaudes et plus froides. Mais en fait, quand vous regardez la température moyenne, on n'excède jamais le plus 3 degrés, presque jamais, ou moins 3 degrés à partir de la moyenne de température. Cette moyenne de température, elle a fait ça depuis moins de 50 ans. En 24 ans, on a battu 22 fois des records de température annuelle. 22 sur 24. On n'a pas battu de record de froid depuis une trentaine d'années. Donc, à un moment donné, il faut bien se dire que... Donc, il faut bien comprendre qu'on fait de la modélisation, on fait de la prospective sur comment ça peut être en 2050. C'est que ces modélisations informatisées sont basées aussi sur des observations réelles depuis plus de 130 ans et depuis une cinquantaine d'années avec des millions et des millions de données. Okay. Alors, il y a aussi, dans les sciences sociales, cette fois-ci, il y a une explication pour le climato-scepticisme. Et ça va revenir aussi à un des thèmes principaux, le thème principal. Je vous ai dit que le cerveau aime bien faire des représentations sociales. C'est parce qu'en fait, le cerveau est une machine à efficacité paresseuse. Il n'aime pas le changement, il n'aime pas la nouveauté en général. Okay? Ça, c'est super important de comprendre. Alors, si on regarde ce que ça veut dire le changement climatique avec plus 3 ou plus 4, on va dire plus 3 en 2050, on ne sera pas trop pessimiste, ça veut dire qu'il va falloir changer pas mal de choses quand même. EDF est déjà en train de faire la simulation de prospective pour un plus 3 degrés en 2050 sur ces centrales nucléaires parce qu'ils ont des gros doutes sur leur capacité à produire l'électricité en plein été quand on va en avoir plus de besoin. Quand, à partir de 2035, on va passer en mode voiture électrique, énorme augmentation de l'électricité, en plein été, quand l'eau sera ou trop chaude, ou pas assez abondante, pour être capable de faire fonctionner les centrales nucléaires. Il y a un vrai problème. EDF est en train de travailler sur une grosse stratégie sur ces questions-là. Okay. Donc, quand on commence à penser à tout ça, et qu'on sait qu'en 2007 ou 2008, le GIEC a obtenu le prix Nobel de la paix parce que le changement climatique est considéré comme la menace numéro 1 à la sécurité internationale, on commence à avoir des visions, des images assez cauchemardesques de l'avenir. Et face à un problème insoluble et à un avenir cauchemardesque pour lequel il ne semble pas y avoir de réponse, qu'est-ce que le cerveau fait? Déni. Et ça, c'est pas juste vrai au niveau collectif, c'est vrai au niveau individuel. Si j'ai un gros problème devant moi et je ne sais pas comment le résoudre, je vais aller faire autre chose. Je zappe. Ça marche super bien. En revanche, le cerveau est super intéressant. Si vous donnez même une partie de solution, même si objectivement la solution ne peut pas résoudre le problème, le cerveau, lui, se dit « Ah, il y a une solution, le niveau d'angoisse diminue et il est plus apte à aller vers l'action. » Ce qui veut dire, encore une fois, petite pique numéro 2, cette fois-ci aux écolos, fonder tout un système de communication sur la peur de l'avenir, d'une vision cauchemardesque, ça ne peut pas fonctionner. Il va falloir penser à ça. La place de la science là-dedans, ça aussi. Bon, les climato-sceptiques prouvent que la science n'a pas un gros effet sur leur position sur le climat. Excusez-moi, mais c'est vrai pour tout le monde, en fait. Si je vous demande pourquoi vous avez mangé moins de viande, c'est probablement, et ça c'est la raison, votre santé personnelle. Rien à voir avec le changement climatique, pourtant ce serait la meilleure action à faire. OK. Si je vous demande pourquoi vous mangez moins de viande, la deuxième raison, là, il y a un truc qui se passe, l'éthique animale. Le traitement éthique des animaux. Ce n'est pas de la science, c'est une éthique. Quand on regarde les négociations internationales sur le changement climatique, sur quoi les chefs des États négocient? Ils négocient sur le blé à vendre, l'acier à transférer, les nouvelles normes potentielles internationales qui pourraient émerger pour rendre l'acier plus propre, etc., etc., etc. En fait, le climat, les données scientifiques sur le climat sont très très peu présentes lors des négociations internationales sur le changement climatique. Okay. Donc, d'autres exemples. Les ONG vont aussi tenter d'avoir ce message, on va tous mourir ou on va tous être dans la mouise en 2050, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Changer de mode de vie. Ça veut dire quoi, changer de mode de vie exactement? Regardez le site des Nations Unies,
le programme des Nations Unies sur l'environnement, le programme des Nations Unies sur le développement. Les grandes associations internationales parlent non-stop depuis 15 ans de changer de mode de vie pour être capable de régler le problème du changement climatique. Ce qui est pour les sciences sociales absolument absurde. C'est un message que, en fait, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi changer de mode de vie? Ça veut dire vers quoi? Tu en as parlé tout à l'heure. Passer d'un niveau de pastoralisme à une économie de tourisme. Je suis désolé, mais vos ancêtres étaient incapables d'envisager de vivre dans le système économique qui existe en ce moment. Bon, donc ça s'est fait. Mais alors, comment on fait pour l'imaginer? Okay? Donc ça, ce sont des enjeux qui sont super importants. Pourquoi? Parce que l'incapacité à imaginer un avenir autre que celui-ci, sauf cauchemardesque, nous donne quoi comme direction? Une vision cauchemardesque de l'avenir, sans avoir un projet de société qui donne envie, ça donne juste envie de fuir un problème, ça ne donne pas envie d'aller vers quelque chose. C'est l'équivalent de si je vous disais, on fait une course, puis je ne vous dis pas où. On part dans tous les sens. C'est exactement pareil. Le cerveau ne voit pas vraiment la différence. Okay. Donc ça, c'est certains des éléments qui sont vraiment à prendre en compte sur ces questions-là. Il y en a un deuxième, je l'ai aussi, je suis sociologue, donc je voulais quand même m'envoyer aussi quelques pics parce qu'on mérite aussi. La sociologie, les sciences politiques et les sciences sociales des comportements ont pris beaucoup de temps avant d'aborder la question du climat. Pourquoi? Je pense que quelque part, mes collègues, surtout en sciences sociales, ont peur de ne pas paraître assez objectifs et aussi vraies sciences que les sciences naturelles. Et donc, ils ont un peu rejeté la question du climat comme étant, en fait, le climat, c'est pas humain, donc en fait, on s'en occupe pas, et donc on se tire. Il y avait un peu de frousse, je pense, et peut-être certains sentiments d'infériorité par rapport aux sciences naturelles. Il est beaucoup plus difficile de prouver quelque chose avec les sciences sociales qu'avec les sciences naturelles. Pourquoi? Parce que vous êtes des humains, avec une diversité assez importante de positions, d'avis, de valeurs, d'envie et de capacité à faire des choses. Au-delà même de la capacité à faire des choses, on a commencé à découvrir des choses quand même il y a une petite dizaine d'années, a émergé il n'y a pas très longtemps quelque chose de très fort sur lequel je vous demanderai de réfléchir un peu. Ce n'est pas la capacité à agir, c'est la perception que vous avez d'avoir un effet sur le réel quand vous tentez de changer quelque chose. Il y a des gens qui sont convaincus que quand ils font quelque chose, ça a un effet. Objectivement parlant, pas nécessairement. J'ai rencontré des équipes qui tentaient de changer des choses, des équipes au complet, qui travaillaient très fort sur la transition. Quand ils m'ont raconté ce qu'ils faisaient, j'étais hyper impressionné, j'avais rarement vu ça ailleurs. Et eux avaient l'impression de ne pas avoir d'effet. Pourtant, derrière, il y avait des politiques publiques engrangées, il y avait des programmes d'accompagnement, il y avait tout ça. Le thème transversal dans tout ça, c'est notre capacité ou notre volonté à changer. Alors pourquoi il ne faut pas parler de changement climatique? Pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que le changement climatique fait peur dans la manière que c'est présenté. Et heureusement, depuis quelques années, on commence à voir des scénarios, des histoires, des narrations qui disent « Ah, regardez, en 2050, on ne sera pas dans la même société qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas le cauchemar non plus. On n'est pas dans un film de science-fiction dystopique où tout le monde se fout sur la gueule. On n'est pas dans Mad Max. On est dans quelque chose qui va être différent. On ne mangera pas tout à fait les mêmes choses. On va manger beaucoup plus de haricots et de fèves et de riz et de choses mélangées et beaucoup moins de viande. Ouais, je sais, un barbecue quand même. C'est dur. Ouais, je sais que c'est dur. Mais sans rigoler, les grandes enquêtes le montrent. Le premier obstacle à un changement de régime vers le végétarisme, c'est que les gens n'aiment pas la bouffe qu'ils mangent. C'est pas une question de principe ou d'idéologie. Hein. C'est juste... Donc, encore une fois, si vous voulez convaincre quelqu'un de manger plus végétarien, faites une bonne bouffe végétarienne. Devenez pragmatique sur ces questions-là, plutôt qu'idéologique. Super important. Je voulais en venir à la question de l'adaptation, maintenant que vous avez toutes ces billes-là. Okay? Comment on fait pour construire une stratégie d'adaptation sur un territoire comme celui-ci?
La première chose qui est évidente et qui ressort fortement des différentes études, c'est que l'adaptation au changement climatique demande en fait de l'innovation organisationnelle. Vous ne pouvez plus bosser de la manière comme vous bossiez avant. C'est-à-dire que justement, avant, il y avait le service vert qui arrivait en ville et qui plantait des arbres. Sauf que maintenant, on a besoin du biologiste. Un biologiste qui est capable de savoir quelles sont les nouvelles espèces d'insectes qui vont arriver plus tard et qui vont peut-être bouffer les arbres. Donc, il faut qu'ils bossent ensemble. En fait, un des secrets de l'innovation, c'est la transversalité. Transversalité entre différentes disciplines, puis transversalité entre différents points de vue aussi. Ça, c'est super important parce que différents points de vue, même opposés, peuvent éventuellement amener à une autre solution à laquelle on n'avait pas pensé. Pour moi, la transversalité au sein d'une collectivité territoriale, c'est un des signes, un des critères que j'ai pour évaluer son niveau de développement en matière d'innovation et de capacité à prendre en compte le changement climatique en adaptation, en atténuation, les deux. Quand le service voirie ne parle pas au service mobilité pour ne se questionne pas, c'est un vrai cas. En fait, ils vivaient ensemble, ils bouffaient ensemble, ils se faisaient même des barbecues le week-end ensemble, ils ne parlaient jamais boulot. Donc, on se retrouve avec le service voirie, mobilité. Les deux ont des projets et les deux sont indépendants et donc ils arrivent tous les deux à des objectifs entièrement sous-optimaux et voire même contradictoires avec ce qu'on veut. Okay. Donc ça, c'est la première chose, la transversalité. Ça veut dire parfois brasser les équipes de manière consciente. Là, on a un projet, on fait venir quelqu'un, tu n'as jamais bossé sur ce projet-là, dis-nous ce que tu en penses. Okay. Ça, c'est un premier critère pour moi de qualité de travail ensemble sur les questions de climat. C'est vrai pour les sciences aussi. J'ai presque jamais bossé sans qu'il y ait un climatologue ou un ingénieur, ou même pire, un économiste. On s'entend bien quand même. Pour moi, je deviens moins con sur la question du prix comme facteur de motivation pour changer, ou frein, les deux. Okay? Et pour que l'économiste, lui, puisse se dire, bon, ok, c'est vrai que le prix c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, les études de marketing le montrent. Il y a une loyauté au café que vous achetez tous les jours. Donc, je voulais vous parler des habitudes. Vous faites vos courses et vous arrivez devant le chocolat, le café, qui sont pas très loin d'ailleurs, et vous prenez votre chocolat habituel et votre café habituel. Pourquoi? Parce que, en fait, le matin, quand vous allez boire votre café, vous n'avez pas envie d'avoir une mauvaise surprise. Tout simplement. Okay. Les habitudes, c'est la manière fondamentale que le cerveau a d'économiser de l'énergie quand il essaie de faire quelque chose. Et là, on a les Nations Unies qui nous demandent de changer de mode de vie. C'est contradictoire avec le fonctionnement fondamental du cerveau pour une grosse partie de la population. Donc, quand on veut faire changer les gens, en fait, la première étape, c'est de rassurer pour dire on ne demande pas une révolution, on va le faire étape par étape, tranquillement, et on va accompagner. On a fait une grosse étude sur l'adaptation au changement climatique en France, et on a demandé à plus de 250 personnes qui étaient en charge de la stratégie d'adaptation, de quoi avez-vous besoin? Ils nous ont dit, on ne veut pas plus de science, on a compris. Là. On veut des outils opérationnels. On veut savoir comment travailler sur ces questions-là. On n'a pas le temps de développer des nouvelles méthodes. On n'a pas envie, c'est trop lourd, c'est trop difficile. L'effort cognitif est en train d'émerger depuis une dizaine d'années comme un frein majeur au changement. Pas l'inconfort physique, il fait froid, je m'habille, je me chauffe à 19, je m'habille. Non, ça c'est facile. C'est l'effort cognitif à mettre en œuvre. Alors pour une partie de la population, vous avez votre courbe usuelle en sociologie et dans les sciences sociales. Pour une partie de la population, environ 20%, l'injonction à changer, c'est angoissant. Donc là, vous avez deux messages angoissants. Le futur catastrophiste et changer. Le cerveau, il se dit merde, non. Tout simplement, je vais faire autre chose. Je vais me prendre une bonne série Netflix, même si c'est une série de science-fiction qui montre que voilà. Mais je ne sais pas grave, je vais la regarder, mon cerveau pourra penser à autre chose. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, la plupart des gens ont tendance à penser que c'est le ventre mou. Ce n'est pas un ventre mou. Ce sont plutôt des choix stratégiques selon les phases de vie. Donc, vous m'avez vu, je suis descendu avec mon petit garçon. Mon premier a 18 ans. En général, les enfants sont un peu plus proches dans le temps. Et donc, quand on a un premier enfant, une des premières choses qui se passe dans les familles, c'est de faire attention à la bouffe.
on achète un peu plus bio, on fait attention, on n'a pas envie de polluer les petits. Nous, on est plus vieux, à la rigueur, on s'en fout, mais les petits, on essaye de leur donner une bouffe saine. Et donc, en fait, quand on regarde à grande échelle, en fait, l'arrivée du premier enfant a un effet positif, en fait, sur les gaz à effet de serre, sur l'impact carbone et l'impact sur la biodiversité. Simplement parce qu'on fait plus attention à la bouffe qu'on achète et qu'on donne. Deuxième enfant arrive, on continue avec la bonne bouffe. En revanche, bascule vers la voiture. Même des écolos hyper convaincus, j'en ai rencontré quelques-uns qui me faisaient... en fait, moi, j'avais presque honte. Coton bio-équitable pour les vêtements, les couches, bien entendu, lavables. Je n'ai pas été capable des couches lavables, c'était juste. Quand on a reçu la boîte de couches lavables à la maison, on était fatigué, on l'a ouvert, il y avait des instructions. Pour l'effort cognitif, on a renvoyé la boîte. J'avais beau connaître, j'étais là, je me disais, punaise, je suis en train de tomber dans le piège de l'effort cognitif, rien à foutre. Enlevez. Donc, la deuxième enfant arrive, on fait attention, et là, en fait, à grande échelle, on peut le prouver, on peut le démontrer, il y a un recours à la voiture beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué d'aller d'un point A, aller chercher le B à la crèche, deuxième crèche, ou alors l'école, ou alors le sport, ou le judo, faire les courses et mettre tout le monde au lit à 8 heures après les avoir nourris. C'est juste trop compliqué. Et essayer d'avoir 2 enfants sur un vélo, voilà. Et donc, en fait, les phases de vie peuvent jouer un rôle super important dans quel type d'effort on met dans quel secteur de notre vie. L'alimentation, la mobilité, la rénovation énergétique des bâtiments. Tu en as parlé tout à l'heure. En fait, un des enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments, il n'est pas financier. On a regardé qu'il y a une bonne partie des projets de la rénovation énergétique qui tombent à l'eau avant même de savoir combien ça va coûter. Donc, la question du sociologue, c'est si le prix levier ne joue pas un rôle, qu'est-ce qui joue un rôle? Eh bien, on a posé des questions. Je cite une mère, elle avait 82-83 ans, elle me dit, mais mon cher monsieur, si moi je fais des rénovations énergétiques, dans 6 mois je suis peut-être morte, et en fait mes enfants n'auront pas mon héritage. Donc non. Complètement logique, complètement pertinent et valable. Ok. Deuxième cas, jeune couple, les 2 travaillent, ils sont dans 40 mètres carrés, ils ont l'intention d'avoir un enfant, 40 mètres carrés, un enfant, les 2 travaillent, on n'est pas là dans 2 ans. Donc pas de rénovation énergétique pour nous non plus. Ce qui est complètement cohérent, valable et logique. Rien à voir avec le climat, hein. C'est pas un rejet du climat, c'est juste que c'est juste pas logique de le faire. Donc, pourquoi il ne faut pas parler de climat? Pourquoi? Parce qu'en fait, le climat, que ce soit en matière de mobilité, d'alimentation, que ce soit en matière de rénovation énergétique des bâtiments, d'installation d'énergie renouvelable, ce n'est jamais un critère premier de changement, un facteur de changement ou de motivation, sauf pour un groupe. Je n'avais pas fini sur ma courbe là. Ceux qui sont super angoissés par le changement, ceux qui sont stratégiques, il reste un 20%. Ben, c'est 20% qui aiment changer, qui trouvent ça fun, qui trouvent ça ludique, comme si c'était un défi qui se lançait, et dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que certains d'entre vous connaissent le programme Famille Énergie Positive qui s'appelle Déclic maintenant? Ouais. Alors ça, c'est génial. Ce sont des gens qui ont envie de changer, qui se mettent ensemble et qui se donnent un objectif de réduction de la consommation. Et quand ils ont fini, c'est réduction de consommation d'énergie dans leur domicile. Hein. L'année d'après, il y en a beaucoup qui se disent, bah, je fais quoi maintenant? Je m'ennuie un peu. Donc, ils se mettent à réduire l'eau, ou la mobilité, ou ils font autre chose. Mais en fait, ce sont des gens qui, avant d'entrer dans l'environnement et l'écologie, sont des gens qui aiment bien changer. Je suspecte que la plupart des écolos sont d'abord des gens qui aiment changer, et l'écologie leur donne des objectifs, des manières de mettre en œuvre cette manière de s'observer, de se donner des objectifs et de s'en donner d'autres après. Et eux trouvent ça drôle, qui n'est pas représentatif de la grande partie de la population. Okay. Je fais partie des gens qui aiment bien faire cet exercice, donc ce n'est pas étonnant si je suis également écolo d'une certaine manière. Avec un dernier élément pour cadrer tout ça, je vous ai parlé de la cognition, les données scientifiques et leur rôle, les représentations sociales, mais si vous alliez imaginer que votre système de décision personnel, mais c'est vrai au niveau collectif aussi, est comme un iceberg.
Le 15% que vous voyez, c'est le rationnel, le cognitif. Le reste en dessous, c'est le reste. Ce sont les valeurs, l'inconscient, la représentation sociale, la culture et le dernier élément dont je voulais vous parler aujourd'hui, les émotions. Il y a des études maintenant qui commencent à émerger qui montrent qu'un des facteurs les plus importants pour expliquer pourquoi des adultes ont envie de protéger l'environnement, c'est qu'ils ont eu des contacts sensibles, sensoriels à l'enfance. Pas 3 pages dans un manuel du SVT, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont grimpé dans des arbres, qui ont mangé des pommes qui venaient de l'arbre, qui ont fait pousser des carottes, qui se sont amusés avec des animaux, qui sont allés pêcher, qui ont eu un contact sensible avec la nature. Ça, c'est un facteur qui apparaît comme très important. Pourquoi plus tard ils font quelque chose? La rationalité et la cognition leur donnent des outils pour faire ça. Ce n'est pas la motivation. OK? Le deuxième, cette fois-ci, deuxième exemple que j'aime bien, parce qu'en fait, ça lie la question des émotions avec les représentations sociales. Vous connaissez cet emblème de la protection des animaux et de la biodiversité qui est le panda. Donc imaginez le beau petit panda, c'est très kawaii pour ceux qui sont assez jeunes pour comprendre le nom. Et ils ont des grands yeux comme ça, blanc et noir, c'est trop mignon. OK. Sauf que, et là vous comprenez que c'est aussi le symbole d'une grande association internationale environnementale. Et donc, dans la réalité, scientifiquement parlant, si les pandas venaient à disparaître, au point de vue de la biodiversité, ce ne sera pas très grave. Maintenant, imaginez l'animal le plus important de la création, probablement, et lui ne suscite pas les mêmes émotions, le ver de terre. Il n'y a plus de ver de terre, il n'y a plus grand-chose qui pousse sur la planète. Il n'y a pas de ver de terre dans le sable. Une bonne terre qui produit a besoin de ver de terre. Maintenant, vous imaginez, vous êtes dans la rue et vous dites « Bonjour, vous voudrez bien financer mon association de protection pour la biodiversité et vous avez sur une pancarte un ver de terre. » Il n'y a personne qui vous donne du pognon. Non, pourquoi? Parce que ça suscite une des émotions fondamentales qu'on retrouve dans toutes les cultures, sur toute la planète, le dégoût. Pourtant, c'est plus important. Et donc, pour terminer, en conclusion, on fait plusieurs erreurs. On fait l'erreur de passer par beaucoup trop de science et passer de pratique et d'opérationnalité pour soulager les efforts cognitifs à faire. On passe beaucoup trop par le cognitif et passer par les émotions. Susciter des émotions positives à l'égard de l'environnement est probablement une force beaucoup plus motrice qu'une peur de l'avenir et de catastrophes internationales. Plus la migration, etc., etc. Dernier élément, faciliter le changement demande en fait de comprendre comment l'autre vit ses efforts de changement et de lui faciliter la tâche. Si vous êtes chef d'une équipe et que vous voulez que votre équipe commence à mettre en œuvre des changements dans sa manière de travailler, que ce soit dans une collectivité territoriale ou une entreprise, il n'y a pas grande différence, il va falloir en fait soulager leur effort cognitif. Ce qui implique, et je vous dis explicitement, que vous allez augmenter la vôtre. Soulager les autres d'un poids, c'est prendre ce poids-là pour soi, jusqu'à ce que le fonctionnement de l'équipe devienne un automatisme qui ne demande plus d'effort cognitif. Le retour à l'automatisme, le retour pour le cerveau à des nouvelles habitudes. C'est super difficile. Pour terminer, essayez ce soir de vous brosser les dents avec la main gauche, si vous êtes droitier. Et là, ça, c'est pas difficile. Tentez de garder ça pendant 2 semaines. Eh bien, vous allez voir à quel point c'est compliqué. Pourtant, c'est quelque chose de simple. OK? Donc, le cerveau aime beaucoup les habitudes. Donc, prendre le temps de changer, le faire étape par étape et accompagner de façon réelle, pas juste avec des discours, et montrer des outils opérationnels. J'arrête là, comme ça, on aura du temps pour les questions. Oui, je te pique le micro. Donc Lily fait passer le micro, donc profitez.
Nous, de notre côté, on est un peu débutant, on n'a pas bien présenté Stéphane, c'est un grand honneur de l'avoir, et donc vous l'avez compris, il est contributeur au rapport du GIEC, il travaille avec des grandes entreprises à l'échelle internationale. Voilà, il bosse à Paris, à Toronto, il va aux quatre coins du monde et il va des fois à Beauvoisin aussi. Donc, merci. Alors, justement, pour le 5e rapport du GIEC, en 2011, j'ai été nominé, et là, je me suis retrouvé à faire des conférences internationales. 17 voyages en avion en un an. Pour un mec qui travaille sur le changement climatique, bravo. Ouais, ben justement, là, ça m'allait pas du tout. Et donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire des conférences internationales. Pourquoi? Parce que, en fait, juste trop contradictoire et absurde. 2, ça a un coût pour moi, parce qu'en tant que scientifique, quand on ne fait plus de conférences internationales, il n'y en a plus dans le CV. Merde, on paye. Mais là, il n'était pas le plus gros coût. Le plus gros coût personnel pour moi, ben vous avez compris l'accent, j'ai vécu dans quelques pays différents. Quand j'étais plus jeune, beaucoup voyagé, rencontré l'autre, rencontrer une autre culture, manger de la bouffe des autres cultures. Tout ça, ouais, je suis allé voir. C'est super important pour moi et j'ai dû arrêter. Ça, pour moi, ça a été beaucoup plus coûteux, pas en prix, bien entendu. Ça m'a mis plus d'argent dans les poches en voyageant moins, mais ça a été beaucoup plus coûteux que scientifiquement enfant. Donc, non, et donc, je ne fais plus de conférences internationales depuis 2012. Une question qui est très naïve. Le terme écolo est péjoratif. Alors si on n'est pas écolo, si on n'est pas climato-sceptique, mais qu'on est juste responsable, on se situe comment dans votre jargon? Oui, en fait, le mot écolo est en train de devenir péjoratif dans plusieurs pays, pas qu'en France, et il est beaucoup plus péjoratif depuis plus longtemps aux États-Unis qu'ici d'ailleurs. Rien à voir avec la droite-gauche d'ailleurs. Il y a plusieurs éléments là-dessus. En fait, il y a des choses qui sont devenues habituelles. Franchement, le tri, on ne se pose pas la question, on le fait pas nécessairement bien d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est normal de le faire. Il y a des choses, il y a des éléments aussi qui ressortent par des gens qui se diraient « je ne suis pas écolo », mais quand ils vont en avion, ils passent 10 minutes à se justifier pour dire « oui, bon, je fais attention par ailleurs, blablabla ». Ça, ce sont des indications linguistiques, en fait, qui montrent qu'il y a un changement de valeur en train de s'opérer sur certaines de ces questions. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on prenait comme étant quand même un peu radicales il n'y a pas longtemps, sont en train de devenir plutôt normales aujourd'hui. Ce qui est pas mal. Parce que quand on passe dans la normalité, on passe dans quelque chose on n'y pense pas qu'on le fait. Donc, l'histoire, vous vous rappelez des campagnes de « on arrête l'eau quand on se brosse les dents » Il y en avait plein par l'ADEME et dans la télé. On ne le fait plus. Pourquoi? On n'en est plus là, quoi. Et donc, il y a des enjeux comme ça. Quand on regarde les statistiques d'alimentation carnée, d'ailleurs, consommation de viande, la consommation de viande issue de l'industrie, à grande échelle de viande, est en train de faire ça dans plusieurs pays européens, dont la France. Et cette diminution de la consommation de viande en kilos par personne, on la voit depuis une dizaine d'années. C'est pas énorme, hein? On ne devient pas tous végétariens d'ici 30 ans, il ne faut pas s'inquiéter. On descend tranquillement, mais il y a une hausse de l'augmentation de la consommation de viande issue de la ferme locale, avec des vaches en plein air, etc., etc., etc. Donc, il y a des changements comme ça, et malgré le coût, les gens se disent, en fait, je vais manger la meilleure viande, mais je vais en manger moins souvent. Et c'est un phénomène qui n'est pas majoritaire, mais qui est suffisant pour avoir un effet sur les statistiques quand même. Donc, il y a des choses qui passent en normalité, donc qu'on n'appellerait plus écolo. Faire du tri, c'est pas écologique, c'est juste du bon sens. Juste normal. Bon, voilà. Ensuite, sur la radicalité, on pourra peut-être y revenir. C'est une réaction différente à l'angoisse face à l'avenir. Il y a le déni, puis il y a la radicalité.
Ah ben tiens, gars. Non, je vais lui donner. Moi, je suis engagée dans une association qui dit que justement, il faut réussir à changer notre rapport à la montagne, changer nos manières de vivre, changer notre modèle économique, notre modèle touristique. Et je vous rejoins en effet sur le fait que c'est vertigineux. Et du coup, c'est difficile des fois d'embarquer sur ces sujets. Et en même temps, la situation est tellement complexe qu'en tant qu'association, on est incapable, et je pense que c'est même d'ailleurs pas notre rôle, de dire la première étape c'est ça, la deuxième étape c'est ça, parce qu'en fait, on n'a pas là où les solutions. Je pense qu'elle peut arriver que par l'intelligence collective. Et donc, ce qui me questionne, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on doit porter comme association qui travaillons sur ces sujets si parler de changement de mode de vie, c'est beaucoup trop vertigineux, mais moi, j'ai pas envie de tendre vers des solutions qui, on le voit aujourd'hui, sont des fois des solutions de technosolutionnisme, qui du coup sont des solutions toutes faites à un problème, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un problème, on cherche une solution, mais en fait, le problème, il est immense, et les solutions, elles sont inventées collectivement. Donc, nous, en tout cas, on essaye de travailler justement sur la prospective, sur les narrations, sur les nouveaux imaginaires, sur le culturel. Ça me semble être une piste intéressante à creuser parce qu'on est plus sur les émotions et la culture, mais peut-être que vous avez d'autres pistes à nous donner, parce qu'en tout cas, nous, on est preneurs d'avoir le bon message. Ce qui veut dire qu'il faut trouver des co-bénéfices à une action qui est également bonne pour le climat. Devenir végétarien, c'est bon pour un paquet de trucs. Mais bon, ça ne sent pas la même chose sur le barbecue, je suis d'accord. Mais il y a ça, c'est de trouver des co-bénéfices, c'est ce qu'on tente de faire. En ville, on demande aux gens pourquoi vous faites du vélo. Et en fait, la réponse n'est jamais le changement climatique, ou très rarement. C'est parce que c'est plus pratique. Et pourquoi vous n'en faites pas? Rien à voir avec le climat non plus. J'ai peur de me prendre une bagnole dans la gueule. Donc, en fait, si vous faites une piste cyclable, sécurisée, sans bagnole, en fait, vous venez de répondre à la peur de la personne, et c'est bon pour le changement climatique aussi. Ça, c'est mon premier élément. Donc, trouver des co-bénéfices qui peuvent être entendus par quelqu'un d'autre, et là, on peut trouver quelque chose. Ça, c'est une méthode qui a été utilisée au Québec, notamment, sur plusieurs projets, où un projet, par exemple, d'un barrage était présenté comme uniquement pour produire de l'hydroélectricité. Ils se sont aperçus que si ça amenait une base de loisirs aussi et que ça permettait d'irriguer des terres en plus là, ça commence à être intéressant pour beaucoup de gens. Mais sur un truc un peu plus global, vous avez dit à un moment donné, changer de mode de vie. Changer de mode de vie, c'est comme si j'essayais de sauter d'un seul pont pour atteindre la porte qui est là. Je ne peux pas. Donc, un pas à la fois. Certaines personnes peuvent prendre plusieurs pas à la fois ou sont déjà à moitié chemin. Donc là, eux, c'est juste un petit coup de pied à la bonne place, puis ça se passe tout seul. Ou alors, ils ont besoin de nouvelles idées, puis là, un petit peu de brainstorming vont faire la force. Mais d'autres personnes ne sont pas dans cet état-là pour plusieurs bonnes raisons, mais parfois des mauvaises raisons aussi. Donc, comment on fait pour les amener à prendre le premier pas? C'est ce que je disais, alléger la charge cognitive et trouver des co-bénéfices. Et ensuite, ils se rendent compte que c'est pas si mal. Il y a un des secrets, en fait, qui marche plutôt bien. Ça, on l'a vu dans le monde agricole, avec des gens qui tentaient de faire la transition vers une autre forme d'agriculture, puis aussi dans les écoquartiers. Deux secteurs complètement différents, avec des gens qui ne se parlent pas, et pourtant, on retrouve le même phénomène. Si vous voulez que le plombier travaille de manière différente, c'est-à-dire que là, on fait le mur, on est en train de construire un bâtiment, on ne veut pas qu'il y ait aucun pompe thermique, et là, le plombier arrive et il fait un trou, mais gros comme ça, pour faire passer un tuyau comme ça. Ça s'appelle un pont thermique. Donc, quand on est vraiment, vraiment sur la ligne de l'efficacité, de l'optimal énergétique, ces trous-là peuvent faire une différence, en plus de tous les autres. Donc, on essaie de les réduire. Le promoteur immobilier dit « Ah putain, non, tu me fais ça, je ne serais pas capable d'atteindre mon objectif énergétique, là. Je vais avoir des problèmes avec la collectivité territoriale. Arrête tes conneries. » Le plombier envoie l'autre pète. Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'autre promoteur dit à l'architecte en chef « Va engueuler ton gars. » Tout ça, c'est vrai. L'architecte va engueuler le plombier lui dit encore moins poliment d'aller se faire pète. Donc, il a une bonne idée, l'architecte. Il va voir l'Agence locale de l'énergie du climat, qui dit, voyez-lui un plombier qui a déjà fait le boulot correctement. Eh bien, ça marche. Pourquoi? Parce qu'un plombier qui parle à un plombier, un agriculteur qui parle à un autre agriculteur, ce sont des gens qui ont les mêmes problèmes.
Et quand on a été capable de résoudre un problème, on est capable de dire à l'autre, ben voici comment j'ai résolu son problème-là. Donc, faites-toi pas chier pendant 6 mois à essayer de trouver une solution. Je l'ai, je te la donne. Et ils parlent le même langage. Et il y a une reconnaissance symbolique anthropologique entre pratiquement 2 clans. Le clan des plombiers, le clan des agriculteurs, et ils se parlent ensemble. Mais il ne faut pas demander à un ingénieur en chef agronome de Paris de dire à un mec comment faire pousser ses carottes. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de reconnaissance symbolique là. Aucune. Et donc ça, c'est super important. Cet effet d'exemplarité, ce n'est pas simplement faire soi-même, c'est d'être capable de partager une expérience de résolution de problème et d'une conclusion plutôt heureuse. Ouais, mes carottes sont bonnes. Okay? Donc ça, ce sont des trucs, mais ça, c'est transversal à pratiquement tous les secteurs qu'on a analysés. En fait. Donc là, on est à ce niveau-là, on est au niveau du fonctionnement des humains, quelle que soit la culture.